Une agence de transfert d'argent, Mobile Money, Move Money et Celtis Cash recrute une jeune mademoiselle dynamique et motivée. Profil recherché, être titulaire d'un diplôme de niveau BEPC ou plus, avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, être accueillante, organisée et rigoureuse, expérience dans le domaine souhaité mais non obligatoire, lieu de travail, Gbakpo, dans la commune d'Avrancourt, à quelques mètres de l'école primaire publique de Gbakpo-Ienon à Clé. Pour postuler, veuillez appeler le 00229 52 38 36 38 pour plus d'informations. Rencontre exclusive, c'est sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous de votre émission. Création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin. Pour quel bilan en 2029? Eh bien, voilà le sujet de ce soir et nous le décortiquons avec le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin. Il s'agit bien d'Olivier Charles Atindéo. SG, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi pour m'offrir, comme je vais le dire ailleurs, la possibilité d'expliquer à nos compatriotes ce qu'est et ce que fait, ce que fera le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC. De toute façon, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos locaux. Mesdames et messieurs, voilà donc le décor qui est ainsi planté. On vous retrouve tout juste après ceci. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité, secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin. Il s'agit bien d'Olivier Charles Atindéo. Toute première question pour vous, secrétaire général. Par un décret, Maître Jacques Megan a été nommé Haut Commissaire à la prévention de la corruption au Bénin. D'abord, que peut-on comprendre par le Haut Commissariat? Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est une institution créée par une loi, la loi 2020-09 du 23 avril 2020. Si nous prenons et nous regardons ce qui se fait ailleurs, on pourrait dire que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est un OLC. OLC, organisme de lutte contre la corruption. La particularité du HCPC, c'est qu'il y a, bon, j'anticipe un peu, c'est qu'il y a un volet, je ne peux pas dire une fixation, un objectif de mettre en avant la prévention. Nous en parlerons, peut-être pas aujourd'hui, mais nous en parlerons. Alors là, quelles sont déjà les missions du Haut Commissariat? Les missions du Haut Commissariat sont fixées par l'article 2 de cette loi que je viens de citer, la loi de 2020, du 23 avril 2020. Son article 2 dit explicitement que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est chargé de la mise en œuvre, au sein des institutions d'administration de l'État de la lutte contre la corruption. Mais pas seulement. Il y a, je vous l'ai dit tantôt, le volet prévention. Donc, le Haut Commissariat se doit d'élaborer des stratégies, des actions, de mener un certain nombre de batailles tendant à la prévention de la corruption. Si je résume un peu, c'est cela. Et à part le volet de la prévention, quel autre volet nous avons au niveau du Haut Commissariat?
Je pense que la lutte ou la prévention, c'est largement suffisant pour nous occuper toute une année et ainsi de suite. Parce que ça, c'est du générique. Hein. Je suis un plateau de télé, c'est du générique. À l'intérieur, nous avons quantité d'activités. Je vais les détailler tout brièvement tout à l'heure. Nous avons quantité d'activités en fonction des axes stratégiques. Et qu'en est-il donc du fonctionnement? Comment nous fonctionnons? Ouais. Je suis tenté de vous demander de préciser votre question. Fonctionnement en interne ou fonctionnement par rapport à nos projections? Concrètement, comment fonctionne le Haut Commissariat en matière de ces actions sur le terrain? Comment vous fonctionnez? Et au sein même du commissariat, comment ça se passe? Bon, au sein du Haut Commissariat, ça se passe très bien. Pour l'instant, nous sommes en voie d'opérationnalisation. J'ai été nommé en Conseil des ministres le 25 septembre avec le chef du cabinet, M. Wassi Gafarou. Concrètement, ça fera à peine un mois. Un mois. Donc, c'est trop tôt pour en parler? Trop tôt pour en parler. Je puis vous donner quelques éléments. Nous nous organisons, je l'avais aussi dit ailleurs, nous nous organisons de sorte à permettre à une personne d'être dotée de 2, 3, 4 compétences. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, nous a demandé, et le haut-commissaire a insisté, de ne pas chercher à avoir un personnel pléthorique qui ne sert à rien, où on multiplie, on fait des doublons. Donc, en ce qui concerne l'intérieur, brièvement, pour l'instant, puisque nous ne sommes pas encore en nombre définitif, pour l'instant, c'est comme ça que... Et combien de personnel va composer le Haut Commissariat? Si je peux, ou si je dois le considérer que le tableau actuellement validé, il y aura la personne du haut-commissaire, ma pauvre personne, secrétaire général, le chef du cabinet, la secrétaire particulière du haut-commissaire, mon secrétaire administratif, pour l'instant, et le chef de service études, formation, suivi, évaluation, un analyste qui est en même temps chargé d'affaires juridiques, une planificatrice statisticienne, et de l'autre côté du tableau, dans le service ressources humaines, financières de la comptabilité des moyens généraux, nous avons l'agent comptable et le comptable matière. Pour l'instant, c'est ce qui constitue le personnel du ACPC. Toutefois, pour des besoins d'efficacité opérationnelle, nous devrions penser, et nous pensons déjà, à passer de 9 à 15. Il nous faut ça. Je ne puis ici rentrer dans. Est-ce que le Haut Commissariat a autant de moyens? Les moyens, j'ai entendu dire que voilà une institution budgétivore, encore une institution. Vous savez. Ce n'est donc pas le cas. Non. Il suffit de se renseigner un tout petit peu. Il suffit d'être curieux et de voir ce qui se fait ailleurs et pourquoi cela se fait et avec quels résultats. Lorsqu'on regarde ça, qu'est-ce qu'on constate? Que pour une autorité, pour un organisme, une agence de lutte contre la corruption, il ne faut pas hésiter à fournir, à doter cette institution, cet organe de moyens. Sans cela, même avec la plus grande volonté du monde, nous n'aurons pas les résultats dans leur entièreté. Pourquoi je dis ça? Parce que concrètement, je l'ai un peu squeezé tout à l'heure, qui parle de prévention, parle de construction par étapes. Ce n'est pas quelque chose c'est pas une formule mathématique 1 + 2. Bon, même si nous devrions y mettre de la logique mathématique pour faire les choses. Bon,
J'entends par là qu'il nous faut de la patience, du temps et de la volonté. Le temps permettra à chacun de nous de dire concrètement si le HCPC a eu raison de solliciter les moyens qu'il faut pour ses actions. La question qui me vient tout de suite là, c'est qui finance le HCPC? Oh, mais vous savez, c'est de l'autorité publique, je peux vous le dire. Il y a, vous savez, quand une loi est votée, il y a les décrets d'application. Tout à fait. Et en l'espèce, le décret du 26 juin 2024, plus précisément le décret 2024-1004, portant, qui organise, qui présente à la fois attribution, mission et fonctionnement du HCPC. Mais il y a aussi le décret 2024-1005 portant règlement financier du HCPC. Et tout est clair. Nous avons des subventions venant de l'État. On parle bien de subventions, c'est écrit noir sur blanc. Nous aurons aussi à solliciter des partenaires financiers susceptibles de nous accompagner sur certains projets à impact social, à objectifs bien définis. Et ces objectifs cadrent avec le PAG 2021-2026. Donc, pour répondre à votre question, nous aurons des subventions, nous aurons aussi des dons. Si des personnes, même des Béninois, ont envie de faire des dons au HCPC, c'est tout à fait légal. D'accord. Et on constate que le siège du HCPC, c'est à la présidence. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le Haut Commissariat et la présidence? Les textes disent, et je reviens encore au texte, les textes disent nous sommes administrativement rattachés à la présidence. C'est une volonté du chef de l'État. Et puis, imaginez un seul instant. Déjà, nous n'avons rien fait. Les gens estiment que le HCPC est une institution créée pour contenter une personne. Bon, ce qui m'agace au passage. Nous n'avons. Cette personne? On indexe qui, à votre avis? Ah, bah, je ne sais pas. Dites-nous. On indexe le haut-commissaire. On a entendu tant de choses. Personnellement, j'en ai tellement entendu que finalement, ça commence un peu à m'horripiler, à m'agacer. Bon. Pour répondre concrètement à votre question, si cette institution est créée, imaginez-vous, un seul instant, nous disposions d'un siège en dehors de la présidence, en dehors de ce que l'exécutif peut nous donner, nous offrir pour qu'on puisse opérationnaliser. Mais qu'est-ce que les gens diraient? Ils allaient crier, oh, voilà, c'est encore un grand trou fait dans le budget de l'État, alors qu'on peut prendre cet argent pour des projets, pour des réformes. Donc, la solution la plus simple, logique, il y a des locaux disponibles, ah ben, on les occupe. Et encore, je viens de vous le dire, nous ne sommes pas une grosse machine, pour reprendre l'expression du chef de l'État. Nous sommes une petite équipe costaud et très compétente. Alors, avec les réformes normatives et institutionnelles mises en place depuis 2016, pourquoi cette nécessité de mettre en place le HCPC? Est-ce qu'on peut dire que les autres initiatives ne font pas le poids aujourd'hui? Non, il faut pas aller dans ce sens. Il faut rester dans quel sens alors? Il faut rester dans le sens d'une volonté de soutenir, de renforcer, vais-je dire, la bonne gouvernance et de consolider l'état de droit. Lorsque, je le dis, vous regardez tous les pays, pas seulement les pays en Europe, pas seulement les pays en Amérique du Nord ou ailleurs, même en Afrique aujourd'hui, il faut cet organe, cet agent, cette institution qui, vaille que vaille, va cisailler, éliminer les causes de la corruption, qui, je le rappelle, est un fléau, qui constitue une plaie, qui constitue un danger même pour la démocratie. Si c'était l'exécutif qui devait s'en occuper, que diriez-vous? Bon, ils font semblant, ils savent ce qu'ils font. Je l'ai déjà entendu. Il faut une institution dotée d'une indépendance, d'une autonomie dans son fonctionnement, c'est le cas du HCPC,
pour effectivement proposer des actions tendant à la prévention de la corruption. Dans prévention, il n'y a pas que le côté répressif, je le rappelle, il y a la possibilité et, vais-je dire même l'obligation d'agir sur les générations à venir. Ce que nous allons faire, ce que nous pouvons faire en 2024-2025, vais-je dire, sera véritablement palpable, mesurable en 2026, parce que je le rappelle, c'est une histoire de construction dans le temps. Et comment comptez-vous agir sur les générations à venir? L'éducation, en milieu maternel, primaire, secondaire, au niveau supérieur. Le ACPC ne veut pas se contenter de visiter des écoles et de tenir un discours de bonnes intentions, comme une profession de foi. Non. Nous pensons, bien sûr, en collaboration avec les différents ministres de tutelle, nous pensons à élaborer un cours ou un programme, en tout cas, qui s'intitulera « Éthique et bien public ». Cela sera enseigné dès la maternelle. Mais il faut trouver la forme pour enseigner à la maternelle. Le ACPC pense à ce qu'on pourrait appeler des bandes dessinées, quelque chose de ludique pour les enfants. Vous savez, l'école étymologiquement, ça veut dire loisir. Donc, en jouant à la maternelle, on peut déjà instaurer, programmer tout un cycle d'intégrité. Et l'enfant qui va grandir, arrivé au primaire, il saura tout de suite que voler est un mal. Est un mal pour lui-même, est un mal pour la société, est un mal pour l'État, est un mal pour le pays que lui-même, il a l'obligation de laisser. Parce que nul est immortel. Et le faire, âge par âge, niveau scolaire par niveau scolaire, je pense que dans 10 ans, on sera encore bien plus fiers de dire que nous sommes béninois. Peut-être que dans 15 ans, c'est nous au Bénin qui allons mériter vais-je dire, le qualificatif de pays des hommes intègres. Parce que quand je le dis, ça fait sourire, mais c'est possible. Si nous-mêmes, nous le disons que nous en venons à sourire, c'est que quelque part nous sommes malades, nous nous sentons dans l'incapacité de changer nos comportements. Parce qu'il est question de ça. Il est question de comportement. Et puisqu'il est question de comportement, il est aussi question de conscience. Quelle conscience avons-nous de la chose publique, de notre nation, et où voulons-nous aller tous ensemble, collectivement? Voilà ce qui va gouverner l'ensemble des activités, l'ensemble des projets en milieu scolaire. Et là, Olivier Charles Atindewu, c'est bien ça. Après la prévention, il faut bel et bien s'attendre à un résultat qui est l'éradication de la corruption, la bonne gouvernance, mais dans un contexte de vie où on parle de la vie chère, de la morosité économique. Comment comptez-vous atteindre vos missions? Tout d'abord, vous avez bien parlé qu'au sein du Haut Commissariat, il faudrait qu'on vous donne des moyens, mais également sur le terrain, pour que le peuple puisse se séparer, se lâcher ce vice, il faudrait quand même qu'ils aient un certain niveau de vie. Vous convenez bien avec moi. Alors, comment comptez-vous atteindre votre mission dans un contexte pareil? Bon, je vous remercie pour cette question. Et j'insiste sur ce remerciement. Pourquoi? Parce que on peut être pauvre et être digne. Je dis bien, on peut être pauvre, on peut être digne. Il est vrai que un grand auteur, en l'occurrence Karl Marx, a avancé, dit que les conditions d'existence matérielle déterminent la conscience de l'homme. Ce n'est pas parce qu'il y a une inflation, c'est pas parce que la vie est chère, que systématiquement c'est un droit, ou même, vais-je dire, c'est un quitus. Non, ce n'est pas un droit. Oui. Mais comment pouvez-vous y arriver si le peuple même n'est pas encore vraiment... Bon, c'est pas pour justifier un peu la chose, hein. Vous voyez un peu? Je
je ne pense pas, humblement, vais-je dire, je ne pense pas que c'est parce qu'on donne une quantité d'argent à un individu qui se libère définitivement de l'acte corruptif. D'accord. Je ne fonctionne pas, ça c'est à titre personnel, je ne fonctionne pas ainsi. Je fonctionne sur l'idée selon laquelle ce n'est pas ce qu'on vous donne, mais c'est ce que vous êtes en mesure de donner, d'offrir à votre nation. Mais on nous donne déjà nos salaires. Vous avez un salaire, j'ai un salaire. Pourquoi ne pas s'en contenter? La vie est chère. La vie n'est pas définitivement chère, on s'accommode. On nous a toujours dit, ah, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ah ben, profitons des hauts de la vie pour mettre de côté, épargner. Si je veux revenir dans la peau de celui qui enseignait la macroéconomie, il y a des étudiants. Quand c'est bas, alors puisons dans ce qu'on a mis de côté pour pouvoir supporter ces coups durs de la vie. C'est pas parce que il y a des conditions, une conjoncture dans le cas d'espèce, qu'il faut systématiquement attendre d'un fonctionnaire qu'il reçoive de l'argent pour accomplir sa mission. Non. J'estime qu'il n'y a pas plus, il va m'excuser pour l'expression, j'estime qu'il n'y a pas plus foncièrement malhonnête que celui qui, par excuse, détourne, accepte des pots de vin sous prétexte que la vie est chère. Alors, selon vous, quelles sont d'abord les causes de la corruption, si on doit rester au Bénin? Si on reste purement au Bénin, oui. Et je vais tenter d'être objectif, d'accord, parce que je l'ai toujours été, de par l'ancienne profession que j'avais en tant qu'enseignant-chercheur, ce ne sont pas les conditions de vie. C'est la vision du monde que nous sommes imposés, que nous partageons. Et ça, c'est ma conviction. J'ai déjà entendu des gens dire, et si le dimanche dernier je l'ai répété, disent, et quand même, mais bien on finit. On finit. On finit. Avec cette mentalité, ou alors? Avec cette mentalité, ou alors? On suppose, ou on établit comme une théorie, ou comme une règle générale, que si vous ne voulez pas, vous êtes con. Si vous ne voulez pas, pour faire principe de cohésion, comme si le Bénin avait légitimé et sacralisé la corruption. Mais non. Est-ce que vous connaissez un texte qui dit tout fonctionnaire, tout béninois doit voler de temps en temps? Moi, je n'en connais pas. Au contraire, je connais des textes qui nous invitent à la probité, à l'intégrité, à la transparence. Donc, ne cherchons pas d'excuses. Il n'y a pas une seule cause. Au rappel, et ça, j'y tiens au rappel, aucun pays dans le monde ne peut se prévaloir d'avoir une corruption zéro. Il y a des efforts qui sont faits par les uns et les autres pour réduire les sources. Bon, certaines sources sont éliminées. Pour réduire ou, faire disparaître certaines causes. Mais il n'y a pas de corruption zéro. L'idée pour obtenir la corruption zéro peut-être, vous m'excuserez de penser à ça, peut-être c'est de réinventer la nature humaine. Si nous avons cette prétention, on n'a pas dit cette démagogie de venir affirmer que dans 3 ans, vous allez voir, tous les Béninois seront clean grâce au ACPC. Mais on a déjà échoué. Mais je serais fier d'entendre dans 3 ans, le ACPC est parvenu à éliminer certaines sources. Lesquelles nous allons établir, nous sommes en cours, nous allons établir une cartographie des risques. Nous avons déjà reçu, grâce à deux jeunes hommes, messieurs, Karimou et Samuel, une cartographie des risques en milieu universitaire. Et croyez-moi, on ne se sent pas fier. C'est comme insulter la volonté de l'exécutif depuis 2016. Vous baladez un peu, quand je viens, là, les chantiers, il n'y a pas qu'ici. Partout dans le Bénin. L'argent vient d'où? On dit, oh oui, bon, ils prennent de l'argent à tout va. Oui, mais bon, on prête, après, il faut rembourser. Déjà, pour l'avoir, il faut avoir un taux de notoriété susceptible de permettre à ses partenaires de vous faire confiance.
Et surtout, une autorité, c'est la marque au pays. Imaginez un seul instant qu'on puisse accoler à cette identité pays Bénin, cette marque Bénin, confiance, transparence, intégrité, probité. Et on a gagné. Alors, pouvez-vous me parler un peu de cette cartographie que vous avez reçue récemment? Je ne puis parce que c'est pas que je voudrais me montrer excellent en rétention de mots ou économe, mais non. Je ne puis parce que c'est en cours de validation et ce que ce document contient est explosif. D'accord. Le Haut Commissariat, dans sa mission, sera-t-il accompagné d'autres entités? C'est l'affaire de tout un pays. C'est l'affaire de tout un pays. Effectivement, nous sommes chargés de la mise en œuvre de cette lutte. Nous sommes chargés d'élaborer les actions dans le cadre de la prévention de la corruption. Mais c'est l'affaire de tout un chacun. Il n'y a pas que, oui, ici il y a le HCPC, et puis bon, vous autres, vous allez, non. Je le répète, je le dis, et je vais encore le répéter, le HCPC ce n'est pas un gendarme. D'accord. Nous devons travailler en synergie. Avec les différents ministères, avec les institutions constitutionnelles, les institutions de la République, tout le monde. C'est pourquoi, actuellement, vous l'avez certainement constaté, nous allons nous présenter au président d'institutions constitutionnelles républicaines. C'est une obligation. C'est le minimum. Et ce minimum nous fera passer aussi dans les différents ministères. Nous aurons à demander à ce que chaque ministre veuille nous donner un référent avec qui le travail sera fait, et certainement ce sera l'occasion de revenir dans vos studios pour une nouvelle émission afin de vous donner quelques détails sur ce qui Et après ces rencontres-là, quelle serait la suite? Mais ces rencontres, la suite, c'est concrètement, c'est la rédaction de la stratégie nationale de prévention de la corruption. Nous avons un document qui commence à prendre un peu d'âge, et nous avons aussi le document d'intégrité, le système d'intégrité qu'il faut mettre à jour. C'est pas un petit boulot, et d'ailleurs, puisque c'est pas un petit boulot, on aura besoin de tout le monde, tous les acteurs. C'est pluridisciplinaire, le travail va se faire, et avec ça, ce qui sera présenté au chef de l'État, avec ça, certaines orientations vont être définies. Il est vrai que nous avons, mon secrétariat, sur instruction du haut-commissaire, a déjà l'ensemble de ce qui va nous occuper en termes d'activité pour ce 4e trimestre 2024 et pour toute l'année 2025. C'est bouclé. On a écrit, on va maintenant aller vers certains partenaires, je le disais tantôt, leur demandant de nous soutenir sur certains projets. Voilà. C'est vrai que certains projets. Il y a un instant, on a parlé un peu de ce qui sera fait au niveau des écoles maternelles en ce qui concerne la prévention à la corruption. Qu'en est-il au niveau des institutions? Au niveau des institutions, le HCPC va formuler des recommandations afin de proposer des solutions correctives aux dysfonctionnements, s'il y en a, ou aux faiblesses qui seront identifiées. Donc, dans un premier temps, il nous faut d'abord identifier les faiblesses. Je vous l'ai dit tantôt, on vient juste de démarrer. Donc, le temps de mise en route, c'est du diesel, si vous voulez. Ou ça sera du diesel par moment, et puis quand il faut, on va accélérer. En dehors de ces recommandations, de ces code de procédure, manuel de procédure, le HCPC envisage de permettre à ce que, au sein de chaque unité, je dis institutionnelle, secteur public, comme secteur privé, qu'il y ait la possibilité de signalement des d'actes répréhensibles. Donc,
on va donner la capacité à un salarié ou à un fonctionnaire de signaler si il y a au sein de sa structure quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, ça sera une procédure. On va pas signaler pour signaler. L'idée, ce n'est pas de jeter en pâture quelqu'un. Non, 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 non. Il me faut aussi rappeler qu'il existe déjà dans notre pays la cellule des plaintes et dénonciations. Tout à fait. Et les citoyens, les usagers des services publics ont le pouvoir de dénoncer. Ce que le HCPC veut faire en complément, c'est de protéger ce qu'on entend dans ce jargon, le lanceur d'alerte. Il faudrait donner une capacité, un pouvoir juridique, donc un statut, à celle qui, au risque de sa propre vie, de sa notoriété, accepte de dénoncer, de signaler un acte illégal, de corruption. On rentrera dans les détails. Ce projet-là est sur mon bureau actuellement, donc je ne vienne dans Et quelles sont les autres actions qui seront mises en place par le Haut Commissariat? En dehors toujours dans le milieu institutionnel ou Toujours dans le milieu institutionnel, avant qu'on ne passe aux autres milieux. Toujours dans le milieu institutionnel, vous savez, ce n'est pas Olivier Charles qui viendrait sur un plateau de télé et qui tout seul va dire on va faire ci, même en ma qualité de secrétaire général. Il nous faut travailler avec les autres. Il y aura des séances de travail. J'ai déjà des échanges fructueux au niveau du médiateur de la République. Nous allons les accompagner sur certains volets et il en sera de même pour chaque institution. Les échanges vont nous permettre de définir ensemble ce qui peut être fait au sein de chaque institution. Autrement dit, c'est la loi. Comme on le dit, c'est pas une règle générale que nous allons déposer pour dire bon, désormais cela s'applique à tout le monde. Non, il faut contextualiser en fonction des singularités de chaque institution. Nous mettrons quelque chose en place pour prévenir la corruption. Et qu'en est-il du milieu administratif et pourquoi pas le milieu étudiant? Le milieu administratif, le HCPC, bientôt, il nous faut d'abord rencontrer le chef de l'État, sinon ça... dans nos cartons existe déjà un projet tendant à la rédaction d'un code de comportement des agents de la fonction publique. Nous allons mettre, on peut pas dire l'accent sur, pour certains, on parlera de déontologie, pour d'autres, on parlera d'éthique. Bien, il me faut apporter cette précision. Déontologie et éthique ont une seule mère qu'on appelle la morale. Mais en fonction de là où nous devons intervenir, il faut être plus précis. Généralement, la déontologie est affectée à une activité libérale ou réglementée. Bon, chez les fonctionnaires, nous estimons qu'il conviendrait de parler d'éthique ou de cycle d'intégrité. Dans la gestion des affaires publiques, il conviendrait de parler de transparence. Et on rentrera dans les détails au moment venu. Alors, on va rentrer dans les détails au moment venu. Voilà les actions que vous venez de lister. Mais comment le HPC compte suivre? Parce que une chose est de mettre en place et l'autre chose est de voir l'évolution de ces actions. Quelles sont les dispositions que vous prenez? Alors, les dispositions ont été déjà prises. Quand on lit le décret 2024-1004 du 26 juin 2024, plus précisément en son article 13, les choses sont claires. Il y a un service études, formation, suivi, évaluation. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que nous allons recruter une planificatrice statisticienne qui aura la charge de suivre l'ensemble des projets que nous mettrons en place, que nous développerons. Et dans les prochains jours, quelles sont les actions qui seront effectuées par le HPC? Dans les prochains jours, il y aura
ce qu'on nous entendons en termes de sortie médiatique. Notre première grande sortie médiatique, qui ne sera pas une sortie médiatique pour aller se livrer à une conférence de presse classique. Nous avons déjà trouvé un format qui permettrait aux uns aux autres d'échanger après la présentation de nos missions, et cela va se faire dans un cadre particulier qu'est l'École nationale d'administration ENA. Et en dehors de l'École nationale d'administration ENA, nous allons aussi intervenir à l'ENEAM ex-INE. Ça, c'est courant novembre. D'accord. Là, dans quelques jours? Oui, dans 2 semaines. 2 semaines, le temps de recevoir jeudi prochain le directeur de l'ENA et de l'ENEAM pour techniquement parler de la logistique et de quelques détails, aborder quelques détails. Après cela, il y aura les journées du 7, 8, 9 décembre. Ces journées, initialement, il était question que du 8 décembre. 8 décembre qui est la journée nationale de lutte contre la corruption, et le 9 décembre, la journée internationale de lutte contre la corruption. Le HCPC, voulant s'inspirer de ce qui se fait au niveau des Voodoo Days, nous avons pensé à Benin's Anti-Corruption Days. L'idée, c'est de prendre 3 jours. Le premier jour, et le deuxième d'ailleurs, le 7 et 8, à Cotonou, Oui. dans les franchises universitaires, nous avons l'intention d'organiser un colloque ayant pour thème les défis de la prévention de la corruption pour l'égalité sociale et le développement durable. Pour cette première édition, nous allons nous contenter des acteurs locaux, des chercheurs, pas que, localement. Parce que on n'a pas eu 3 mois, 6 mois, 1 an pour mettre tout ça en place. Voilà. Donc, ce sera quelque chose d'assez, une chose assez circonscrite qui sera faite. Et tout en ayant cela à Cotonou, nous aurons des événements, toujours le 7 et 8, dans les 76 communes. Il y en a 77, mais 67 communes du Bénin. 76 76 parce que le 77e commune, C'est à Cotonou. Cotonou, D'accord. il y a quelque chose de spécifique. D'accord. Donc les 76 communes, nous allons demander aux mairies de nous accompagner pour que quelque chose soit fait tendant à réunir les acteurs susceptibles d'être impliqués à la fois dans la communication communautaire, expliquer dans nos différentes langues ce qu'est, ou pour ne pas dire la nécessité de prévenir la corruption. Des détails seront fournis ultérieurement à la presse. Et la journée du 9, dans la vision du haut-commissaire, il sera bon d'organiser quelque chose dans la salle du peuple, à la présidence, bien sûr, avec l'acceptation du chef de l'État. Courrier qui sera envoyé, et demande sera faite, et s'il accepte, nous aurons quelque chose au palais. Olivier Charles Atindéou me fait déjà signe de l'autre côté, mais 2 dernières questions pour vous rapidement. Quel regard le Haut Commissariat portera-t-il sur les actes de corruption, de détournement de deniers publics enregistrés au Bénin avant l'installation du Haut Commissariat? La rétroactivité, il y a des textes qui prévoient déjà cela. Le Haut Commissariat ne fera rien d'exceptionnel. Nous avons des lois au sein de notre République. Si un dossier, je dis bien si un dossier, oui, nous est communiqué, et ce dossier est assez détaillé, fourni à l'évoquer, et qu'il existe des actes corruptifs reprochés à quelqu'un, le Haut Commissaire, je vous le rappelle, n'est pas le gendarme. La justice fera son travail et nous allons faire le nôtre. Et vous saurez ce que le Haut Commissariat fera en ce sens-là.
Nous, si l'intention, bon, je vous accorde aucune intention, parce que je l'ai dit, je n'aime pas qu'on accorde des intentions, faire des procès d'intention à quelqu'un, mais si l'arrière-pensée on revenait à faire croire que, ou à dire que, bon, puisque le Haut Commissariat n'existait pas avant, tout ce qui s'est passé avant ne compte pas, c'est faux. D'accord. Nous sommes déjà presque au bout de cette émission. Avant de terminer, rappelez-nous un peu le rôle des jeunes dans cette histoire, dans cette affaire de lutte contre la corruption, et quelle est la responsabilité de chaque citoyen dans la lutte contre la corruption au Bénin. Nous sommes tous concernés. Moi, vous, tout le monde. La dame d'à côté, la commerçante, nos parents. Les jeunes doivent être les porte-parole en permanence du ACPC. Pourquoi? Parce que nous tous, nous aspirons à un devenir heureux. Qui ne veut pas voir ce Bénin prospère? Qui n'a pas envie d'école? Qui n'a pas envie d'établissement supérieur? Qui n'a pas envie d'hôpitaux, de construction, d'aménagement urbain? Nous sommes tous concernés. Donc, ce n'est pas une affaire du ACPC exclusivement. Les jeunes, avec les réseaux sociaux, sont un puissant vecteur, un puissant moyen de parvenir à la transmission, à la diffusion, à la fois pas seulement des activités, mais du message porteur d'avenir. Stop à la corruption ne passera pas par moi. C'est important. Charles Olivier Atindéou, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Je vais vous remercier de m'avoir permis de m'offrir cette possibilité d'expliquer, ce n'est qu'un début, d'expliquer ce qu'est le ACPC, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, mais surtout de dire à chaque Béninoise, à chaque Béninois, qu'il nous revient de choisir l'avenir qu'on veut pour nos enfants, de choisir maintenant ce que nous voulons que ce pays nous donne et laisse aux autres générations. Merci bien à vous, Olivier Charles Atindéou. Mesdames et messieurs, voilà donc le message qui est passé. Et nous sommes au thème de cette émission, la rencontre exclusive. C'était donc à l'instant le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin, Olivier Charles Atindéou. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.